Depuis la diffusion d'un reportage de CNN sur l'existence d'un marché aux esclaves en Libye, l'indignation est mondiale. La colère monte sur le continent. Alors, impuissance ou complicité des États africains? Vous avez été nombreux à réagir à cette question. Et pour décrypter cette situation, Doudou Diène, ancien rapporteur de l'ONU sur le racisme, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on commence avec ce constat de Bobo Dioulasso du Burkina. Selon lui, ce trafic est connu depuis 3 ans. Qu'ont fait les dirigeants depuis ? Mais ce trafic est connu depuis plus longtemps que 3 ans. C'est une histoire ancienne et longue. Mais ce qui vient de se passer est le symptôme révélateur, le sommet de l'iceberg. Donc il faut plonger au cœur de l'iceberg et voir quelles sont les causes profondes de ce qui est en train de se passer et quelles solutions il faut trouver, mais surtout déterminer les responsabilités. Alors, on a le sentiment que cette indignation populaire, elle a obligé les dirigeants africains à se positionner. Sans cela, le silence aurait perduré? Oui, je crois qu'il y a à la fois le silence des dirigeants africains et l'indifférence des dirigeants des pays concernés, du Maghreb et autres, et une certaine indifférence de la population. Mais la question, elle a été soulevée depuis extrêmement longtemps. Et peut-être que l'indignation des dirigeants africains vient de la mobilisation de la société civile africaine. C'est la société africaine qui est en train de bouger et c'est elle qui devra amener les dirigeants à aller au-delà des déclarations et aussi de certains actes. Évidemment, tous les dirigeants africains ne sont pas sur la même position. Mais la question, il va falloir maintenant la poser. Alors, pour beaucoup de nos internautes, les dirigeants africains sont responsables. Amal Ag Alouz du Mali égrène toutes les raisons. Mauvaise gouvernance, tribalisme, confiscation du pouvoir sont à l'origine de ce fléau migratoire. Est-ce que pour vous, c'est à l'origine du mal? Je crois qu'il faut complexifier la question. Il y a 2 facteurs lourds. L'un, c'est la profondeur historique de l'esclavage sur l'ensemble du continent africain, mais surtout de l'esclavage des Noirs dans le monde arabo-musulman. Le deuxième, c'est la prégnance culturelle du racisme dans le monde arabo-musulman et surtout dans le Maghreb. Et ce sont ces 2 faits fondamentaux qui ont abouti à ce qui est en train de se passer en Libye. Et au moment où nous parlons, il y a des centaines d'Africains qui croupissent dans des geôles ou dans des salles en Libye. Et donc, il va falloir aller en profondeur. C'est-à-dire, il faut documenter ce qui s'est passé. Le documenter d'une manière objective et globale. Et donc, pour cela, il faut à la fois, suivant l'appel du haut-commissaire aux droits de l'homme, mobiliser à la fois les chercheurs, les intellectuels, mais surtout la société civile internationale et la société civile interne des pays africains. Et donner une substance réelle à toute cette affaire. Deuxième point, il faut aussi globaliser cette question. L'esclavage en Libye est le symptôme d'un traitement beaucoup plus profond des Africains sahariens, subsahariens, dans l'ensemble du Maghreb. Donc, cette question-là, il faut la poser. Mais cela poser ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant analyser ces causes profondes. C'est celle dont je viens de parler. L'historicité profonde de l'esclavage et la prégnance culturelle et sociale du racisme. Tout Africain qui a vécu, étudié dans les pays du Maghreb, vous le diront. Et dans le langage qu'ils ont vécu, le mot esclave et noir leur est jeté à la figure à chaque coin de rue et tous les jours que Dieu fait. Donc la question, elle est grave. Et quelle est la responsabilité des États alors pour vous? D'abord, il y a l'indifférence des autorités politiques des pays où ces événements se passent, c'est-à-dire dans les pays de l'Afrique du Nord. Parce que la donnée fondamentale qu'il faut dire, ces faits sont connus, documentés. Les ambassades des pays africains ont rendu compte de manière régulière. Les grandes ONG ont fait des rapports là-dessus. Mais pourquoi ce silence alors? Le silence est dû simplement au fait que les pays africains n'ont pas décidé d'assumer la responsabilité fondamentale qui est la protection de leurs citoyens à l'étranger. Cela est aussi des migrants en Europe. Et donc, ils ont littéralement baissé les bras. Et enfin, la deuxième cause, c'est que la politique de l'Union européenne, en déléguant la solution de la question de la migration aux pays africains, littéralement amène les dirigeants africains à continuer ce silence.
Alors justement, Herculane Mutasamo de Kinshasa pointe aussi la complicité des États vis-à-vis de l'Europe avec la mise en place de camps de migrants en Libye. Est-ce que depuis la chute de Mouammar Kadhafi, cette instabilité, elle profite aux trafiquants des êtres humains? Elle profite aux trafiquants, mais il faut se rappeler quand même que le ver était déjà dans le fruit. C'est-à-dire? Déjà dès l'époque de Mohamed Kadhafi, qui avait sur le plan global et géostratégique une politique africaine connue, son langage était un langage qui était teinté en profondeur de racisme. Je rappelle que son dernier discours au Parlement italien à Rome était de menacer les Européens de lâcher les hordes africaines à envahir l'Europe s'ils n'acceptent pas ces conditions. Et dès cette époque, les Africains qui vivaient en Europe, en Libye, vivaient cette affaire. Et donc, ce n'est pas une affaire nouvelle. Je parle de profondeur historique. Elle est ancienne et soutenue par un racisme absolument vivant qui fait que l'indifférence des dirigeants de ces pays est sous-tendue par le silence des dirigeants des pays africains. Alors justement, l'action de l'Union africaine est aussi visée. Kwasi Georges Kassounou d'Abidjan dit que ce qu'a fait l'Union européenne, qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne avant de jeter la pierre sur l'Union européenne? Absolument. Il faut commencer évidemment par... C'est les dirigeants africains qui ont la responsabilité principale. C'est eux qui informaient parce qu'ils le sont. Ils le sont. Aucun dirigeant africain ne peut dire qu'il n'a pas été informé depuis plus de 20 ans. Et même certains de ces dirigeants ont vécu des expériences racistes dans ces pays et ont été informés par leurs ambassades. Et donc, la question qui se pose maintenant est de ne pas laisser les dirigeants africains tout seuls. Certains commencent vocalement à s'indigner. D'autres s'étaient un peu mobilisés, mais pas de manière forte. Ils ne peuvent pas agir seuls. Il faut absolument que les sociétés civiles des pays africains et les parlements des pays africains se mobilisent pour amener les dirigeants africains non seulement à dire ce qu'ils savaient, ce qu'ils savent, et quelles solutions il va falloir apporter pour trouver des réponses en profondeur et dans la durée. Comment ils peuvent intervenir aujourd'hui concrètement, l'Union africaine, les États... Pour moi, il y a quatre réponses fondamentales. La première, urgente, il faut un tableau de cette crise grave. Il faut documenter cette forme d'esclavage et cette violence et ce racisme. Et donc, il faut faire ce travail de fond avec les intellectuels, les chercheurs, les historiens, etc., et les grandes ONG. La deuxième, il faut analyser les causes profondes de ce qui se passe. Il ne s'agit pas superficiellement de dire on va les arrêter et d'écouter certains dirigeants des pays d'Afrique du Nord. Il va falloir trouver des solutions en profondeur qui font que les Africains qui vivent actuellement dans le monde arabe, arabo-musulman, ne se sentent pas discriminés tous les jours. Et la troisième solution, il faut utiliser la voie légale pour suivre légalement et punir ceux qui l'ont fait. Mais ensuite, la dernière solution, c'est dans la durée et en profondeur, regarder les causes profondes qui sont en train d'amener une cassure, non pas au niveau des dirigeants africains, mais au niveau des populations africaines et arabes. Il y a une cassure extrêmement profonde, une perception négative, et très, très violente, qui n'est pas dite, et qu'il va falloir, il faut creuser l'abcès. Alors justement, d'autres internautes soulignent qu'il n'y a pas que l'esclavage en Libye. C'est un fléau qui touche toute l'Afrique, souligne Nazir Kassoum du Niger. Et personne ne s'intéresse au cas mauritanien. L'esclavage en Mauritanie, c'est tabou. Non, pas du tout. D'abord, deux réponses. La première réponse, c'est que la question de la prégnance du racisme entre le monde arabo-musulman et l'Afrique du Nord, la prégnance culturelle et sociale, elle se manifeste dans tous les pays où il y a le frottement entre les populations noires et les populations d'origine arabe. Ça va, c'est un cercle qui va de la Mauritanie au Soudan, etc. À chaque fois, il y a cette explosion et même un racisme quelquefois institutionnel et légal. Mais cette question, elle a été posée depuis longtemps. Moi, en tant que rapporteur spécial, j'ai fait il y a 7 ans un rapport sur la discrimination et le racisme en Mauritanie, comme je l'ai fait au Japon, en Libye et ailleurs. Et donc, ce n'est pas l'information qui manque, c'est la volonté politique, c'est la reconnaissance de ce fait et la volonté politique de le combattre en profondeur. Et aujourd'hui, comment s'exprime l'esclavage? Quelles sont les formes d'esclavage? Quand on parle d'esclavage moderne, les gens ne sont pas d'accord avec ce terme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'esclavage parce qu'elle est légalement impossible à manifester. Donc, tous les pays disent que oui, on a des constitutions et une législation qui le condamne. Mais l'esclavage se manifeste d'abord sur les signes les plus visibles, au niveau du comportement individuel, la manière du regard
que les populations dans le monde arabo-musulman, notamment en Afrique du Nord, portent sur les Africains subsahariens. Je dis que ce regard vient de loin, de la profondeur historique de l'esclavage et de la prégnance du racisme. Deuxièmement, il se manifeste sur le plan du langage. Beaucoup d'Africains qui ont vécu dans ces pays savent qu'on les appelle esclaves, on les insulte en tant qu'esclaves dans la rue. Et troisièmement, elle est sur le plan social. C'est-à-dire que la discrimination, parce que le racisme s'exprime par la discrimination sur le plan de l'emploi, du logement, comme ici en Europe et ailleurs. Et donc, troisième et dernier point, sur le point de la visibilité des populations, parce que ces pays ont des minorités noires, noires africaines. La visibilité de ces populations au niveau des structures politiques, économiques et sociales les plus élevées. Et donc, il faut briser l'invisibilité de ces populations et le silence historique qui entoure leur situation actuelle. Et par la loi, le droit et la justice, mais également par la volonté politique. Donc la question doit être posée au niveau de l'Union africaine d'une manière extrêmement claire, documentée et précise, et trouver des solutions à long terme. Et justement, sur la question de la justice, comment traduire en justice ces auteurs de l'esclavage? Kwame Mikosso pense que ces coupables devraient être, les coupables directs de ces atrocités en Libye devraient être traduits à la Cour pénale internationale. C'est possible ça aujourd'hui? Il faut d'abord la justice interne. Et pour que la justice interne s'exprime, il faut que les pays africains prennent en main la situation de leurs citoyens dans ces pays. Et donc demandent que la justice en Libye et la justice dans d'autres pays de la région qui discriminent et violentent les Africains d'origine subsaharienne, que cette justice-là se prononce. Et donc, il va falloir faire une mobilisation. Cette mobilisation, les ONG la font, sur le plan interne et sur le plan international. Et c'est quand la justice interne, maintenant, ne fonctionne pas ou elle est réticente, qu'il va falloir saisir la justice internationale et voir si ces actes ne relèvent pas des crimes contre l'humanité. Mais il y a d'ores et déjà une large documentation, à la fois des grandes organisations non gouvernementales et des enquêteurs de l'ONU, dont moi, comme j'étais rapporteur spécial, et d'autres. Donc l'information, elle est documentée. Mais maintenant, il va falloir la documenter d'une manière globale, dans l'ensemble de la région, d'une manière précise, et en même temps activer la réaction politique et judiciaire. Merci beaucoup, Doudou Diène, pour votre analyse et votre réflexion. Merci bien.